Et écoutez, donc c'est un texte qui en réalité est composé de deux parties. Une première partie qui concerne donc l'économie internationale et la deuxième partie qui concerne l'Europe et essentiellement donc la France, vue à partir de la France. En ce qui concerne la partie internationale, donc la partie globale, j'essaie d'expliquer un historique qui est très simple. C'est-à-dire qu'au point de départ de ce qu'on peut appeler les systèmes capitalistes, et donc avant les systèmes capitalistes, il y avait ce qu'on appelle les systèmes pré-capitalistes. Donc, dans la période de transition, qu'on peut dire, si nous donnons comme point de départ du système capitaliste, et c'est mon point de vue, c'est l'Habeas Corpus Act du 27 mai 1679, à partir du moment où le phénomène de la sécurité juridique commence, à partir de ce moment-là, va commencer le phénomène donc de l'épargne et du crédit, et donc de l'investissement à grande échelle, dans une échelle de plus en plus importante. Le fait est que c'est Locke, John Locke, le philosophe et économiste, qu'on oublie, économiste anglais, qui va commencer à développer la théorie quantitative, justement donc pour essayer d'expliquer qu'il ne s'agit pas de tenir compte uniquement de la quantité de monnaie, mais qu'il s'agit de tenir compte aussi de la vitesse de circulation, et que la vitesse de circulation est en rapport avec le crédit. Et c'est à partir donc du crédit, parce qu'il ne faut pas oublier que le crédit était interdit à l'époque pré-capitaliste. L'Église a passé son temps à condamner les crédits. Bien évidemment, les crédits existaient et les Juifs les pratiquaient, etc. Parce qu'ils avaient la possibilité de pratiquer les crédits. Parce que dans l'Ancien Testament, il est interdit de pratiquer les crédits par rapport à ses frères, mais pas par rapport aux autres. Donc, il pratiquait les crédits, et puis après, bien entendu, de temps en temps, il se faisait réprimer, il se faisait donc agresser d'une façon absolument terrible, comme vous le savez historiquement. Mais le fait est que le crédit va commencer avec la sécurité juridique, et c'est la chose que Locke constate. Il le regarde, il commence à écrire son texte principal d'économie, et précisément en 1691, et donc, pour vous dire, c'est déjà, il se rend compte qu'il y a quelque chose de nouveau qui était en train de se produire, et ça va conduire à la révolution industrielle qui historiquement commence en 1700. Ça, c'est tout à fait évident. En plus, l'Habeas Corpus Act non seulement mène à la révolution industrielle, mais mène aussi à la révolution politique, puisque la révolution politique va se manifester précisément avec la Glorious Revolution, la révolution glorieuse anglaise de 1689. Tout va ensemble, et c'est cet ensemble qu'il faut regarder de près, mais si nous essayons de regarder de plus près, nous nous rendons compte que cette réalité donc, qui va dans la transition, qui commence donc dans l'ancien régime, qu'on peut appeler l'ancien régime, et qui va se manifester dans la nouvelle réalité, et c'est un monde qui est bimétallique, totalement bimétallique. Et c'est ça que Locke essaie d'expliquer, que l'argent était utilisé pour les échanges au niveau interne, l'argent garantissait la monnaie en circulation. Et puis, parce qu'immédiatement, tout de suite après, donc l'Habeas Corpus Act, il va y avoir l'apparition des banques régionales, lesquelles banques régionales vont commencer à émettre du papier-monnaie, et donc ces papiers-monnaie étaient garantis par les réserves d'argent métal, tandis que l'or servait pour les échanges au niveau international. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, lorsque nous parlons de monnaie, nous disons en français argent, en espagnol plata. C'est-à-dire donc c'est la réalité que c'est l'argent métal qui va compter pour les échanges au niveau interne. Et puis, donc, ce monde ne se posait pas, ce monde d'une manière globale, que ce soit le monde capitaliste ou le monde précapitaliste ou le monde capitaliste, ne se posait pas de questions par rapport à la monnaie. La monnaie s'est manifestée d'une manière très cohérente, et chaque pays essayait d'avoir le maximum
des excédents pour avoir des réserves en argent et des réserves en or. La chose était très bien divisée. Bien entendu, il y avait un rapport entre l'argent et l'or. À l'époque romaine, à l'époque de César, par exemple, les taux d'échange étaient de 1 pour 11, d'une unité d'or pour 11 d'argent. Et à l'époque avant la conquête américaine, c'était à peu près le même rapport. Et après, ça va changer à cause de la production d'argent métal de l'Amérique latine particulièrement. Car il ne faut pas oublier Cusco, etc., tout ça, c'est-à-dire tous les Potosí et tout le reste, c'était de l'argent métal, et essentiellement. Donc, les Amériques vont exporter énormément d'argent métal vers l'Europe, ce qui fait qu'au moment de la disparition de ces liens, au moment du passage du bimétallisme au monométallisme, ça je vais l'expliquer très rapidement, et les rapports étaient de 1 à 16. De 1 à 16. Et puis petit à petit, donc les choses vont commencer à changer, et ça va se produire précisément en 1819. Et en Angleterre, les Anglais, qui étaient déjà, car il ne faut pas oublier que la révolution industrielle commence en 1700, comme je viens de le dire, donc l'Angleterre était de loin la première puissance économique du monde au XVIIe. Donc, ils avaient beaucoup de réserves, et surtout beaucoup de réserves or. Et c'est la raison pour laquelle, donc en 1819, ils vont utiliser donc l'or pour garantir et l'argent en circulation et les échanges sur les marchés internationaux. Et c'est ça qu'on appelle le passage du bimétallisme au monométallisme. Et puis après, le monde entier va passer à ce qu'on appelle le système anglais. Le système de l'étalon or anglais, c'est tout simplement le système dans lequel l'or garantit la quantité de monnaie en circulation et garantit les échanges au niveau international. Et ça va donner donc 3 périodes très différentes que je vais citer très rapidement. La première période commence précisément donc à partir de 1645 à peu près, parce que 1645 c'est la première crise internationale, et c'est Marx qui le signale, c'est la première crise internationale, donc 1825 est la première crise internationale, et ça va durer jusqu'à 1873. C'est une période dans laquelle les crises économiques n'étaient pas très fortes. Et c'est Marx le premier qui va étudier précisément les célèbres cycles économiques. Et ces cycles économiques n'étaient pas très forts pendant cette période de 1825 à 1873, tandis que pendant la deuxième période, les cycles vont s'aggraver. Et c'est ce que nous appelons la période de la grande récession, qui va de 1873 jusqu'à 1894. Exactement, ça c'est une période. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1873, c'est l'Allemagne qui passe au monométallisme, et les États-Unis et la France qui passent au monométallisme. Par la suite, c'est les autres pays qui petit à petit vont rentrer dans le monométallisme de telle manière qu'on peut dire qu'à partir de 1873 va s'imposer ce qu'on appelle l'étalon or anglais. Mais le problème est le suivant, comme vous pouvez le comprendre aisément, c'est que comme on a démonétisé l'argent métal, on a retiré une partie de la base monétaire internationale. Et en retirant une partie de la base monétaire internationale, ça va provoquer une contraction, et cela, ça va donner donc les cycles de surproduction que Marx croyait que c'était le résultat du fait que le système capitaliste constitue une entrave au développement des forces productives. Et il n'a pas vu le fait qu'on a retiré une partie de la base monétaire, parce que la quantité d'or est plus ou moins constante. On n'augmentait pas l'or d'une manière artificielle, de sorte que pendant toute cette période, nous allons avoir un problème de rareté monétaire. Et c'est ce phénomène de rareté monétaire va se manifester d'une façon plus importante pendant le deuxième cycle dont je viens de parler, c'est-à-dire de 1873 à 1894.
c'est cette période de la grande récession, puisqu'il y a les États-Unis, l'Allemagne, la France, etc., et puis tous les autres pays qui vont suivre, compris les pays latino-américains qui vont suivre et qui vont rentrer dans les mouvements. Et de telle sorte qu'après, on va avoir une période de croissance, tout en ayant toujours les cycles économiques, mais il va se passer la chose suivante, c'est l'exploitation de l'or de l'Afrique du Sud et de l'Australie qui va donner cette période de 1894 à 1914. C'est 20 ans qu'on appelle donc justement la belle époque. C'est une époque de croissance, c'est une époque où il y a moins de récession, les cycles sont moins forts, bien entendu, que pendant la deuxième période, et après on va passer la période qui va suivre, c'est celle de la Première Guerre mondiale. Pour la Première Guerre mondiale, vous l'avez tous compris, l'histoire est très simple, les États-Unis vont se trouver dans une situation particulièrement favorable, ils vont devenir donc l'atelier du monde, comme on l'appelle actuellement, et ils vont donc produire pour les pays du champ de bataille, c'est-à-dire pour les autres grandes puissances, comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, etc., etc. De telle sorte que ces pays-là vont payer avec les réserves d'or. Ce qui fait que les États-Unis vont se trouver déjà à la fin de la guerre, en 1918, vont se trouver avec la première réserve or du monde. Ils sont passés exactement début 1914 et jusqu'à 1918, ils vont passer de 15 à 30% de réserves or du monde, ce qui était impressionnant. C'est le pays qui va détenir le plus de réserves or. Et par la suite, les États-Unis, comme ils étaient un pays excédentaire, extrêmement excédentaire, et tous les autres étaient déficitaires, ils se sont mis à accumuler de l'or, ils se sont mis à thésauriser de l'or, donc à ne pas émettre du papier en échange de la quantité d'or, ce qu'ils auraient dû faire normalement. Et à partir de ce moment-là, on va rentrer dans cette période de cycle de crise très court. Nous avons donc la première crise, précisément en 19, et 21, 25, 29, 33. Ce sont donc ces cycles très courts de crise qui vont être le résultat du fait que les États-Unis vont thésauriser de l'or. Et tout indique qu'en 1932, les États-Unis contrôlaient quelque chose comme les 43% de réserves or du monde. Et 43-44% de réserves or du monde. Donc, et c'est à partir de 1933, précisément avec la célèbre Confiscation Act, la célèbre loi de Roosevelt du 5 avril 1933, que Roosevelt va interdire la possession de l'or aux États-Unis, qui va donc provoquer le passage de l'étalon or à l'étalon dollar. Parce que pour moi, l'étalon dollar commence en 1933, pas en 1944. 1944 est une deuxième phase. Le fait est que, par exemple, Roosevelt, que ce qui est très curieux, c'est que personne à l'époque, y compris les plus grands, compris Keynes et tout le reste, etc., ils n'ont pas vu la Confiscation Act. Et ça, c'est un manque absolument impressionnant. Et qui fait que jusqu'à présent, on continue à parler du fait que l'étalon dollar commence en 1944. En réalité, il commence de facto en 1833. C'est-à-dire avec la célèbre Confiscation Act du 5 avril 1933. Et donc, pour ce qui est l'étalon dollar, il y a trois phases différentes. Et après, je parlerai de l'euro, ne vous inquiétez pas. Mais l'essentiel, c'est comprendre les structures de base. Et donc, on va connaître trois phases de l'étalon dollar. La première phase qui va de 1833 jusqu'à 1933 à 1944, qui est une période pendant laquelle le dollar n'était pas garanti par les réserves or des États-Unis. Et d'ailleurs, Roosevelt va mettre à partir de 1934, du 30
30 janvier 34, tout de suite après la Confiscation Act, et il va donc commencer à produire de la monnaie, parce que, étant donné que les dollars n'étaient pas garantis par la réserve or, donc il pouvait produire autant qu'il voulait. Donc il va se mettre à produire de la monnaie, du papier monnaie. Ce qui fait que le taux d'échange du papier dollar par rapport à l'or va passer de 20 pour an à 35 pour an. Ce qui veut dire que Roosevelt va payer sa relance économique justement avec du papier monnaie. C'est ça qui va lui permettre de réaliser cette espèce d'État-providence dans sa première forme. Et justement parce qu'il va émettre de la monnaie et qu'en plus le dollar va devenir de facto la première, donc la monnaie de réserve au niveau international. Et d'ailleurs, Roosevelt va mettre, à partir donc de la production, de la première production de monnaie qui va commencer tout de suite après la Confiscation Act, va mettre as good as gold, aussi bon que l'or. Donc, ce qui est très curieux, c'est que le monde l'a cru. Et ce système aurait pu durer jusqu'à l'époque actuelle, mais simplement, il y a eu l'idée de Harry Dexter White, le secrétaire du Trésor des États-Unis, précisément qui va présenter son plan pour les accords de 1944, qui est le fait que le dollar devait être garanti par les réserves or des États-Unis. Donc on va connaître une première phase pendant laquelle les dollars n'étaient pas garantis par les réserves or des États-Unis, mais étaient de facto la monnaie de réserve internationale. Parce que tout était garanti par les dollars. Vous le regardez du côté de l'Allemagne, le Reich est calculé par rapport au dollar, le franc est calculé par rapport au dollar, la livre sterling est calculée par rapport au dollar, toutes les monnaies internationales sont calculées par rapport au dollar. Donc, c'est ça qui va faire que les États-Unis vont se trouver dans une situation particulièrement privilégiée à cause du fait qu'ils vont se trouver avec les privilèges d'émettre la monnaie internationale sans aucune contrepartie réelle. Et c'est Dexter White qui va mettre la garantie or par rapport au dollar précisément à partir des accords de 1944, qu'après les États-Unis vont prendre conscience, les Américains vont prendre conscience de la bêtise de Dexter White. Et Dexter White a été condamné précisément parce qu'on disait qu'il était pro-communiste, tout simplement parce qu'il a demandé à un moment donné, au moment de la fin de la guerre, avant la fin de la guerre plus précisément, il va demander à ce que les États-Unis donnent à l'Union soviétique les planches à billets du Reich, du Reich allemand, parce que les Russes n'ont pas arrivé à les copier. Et donc, bien entendu, c'était le minimum que les États-Unis auraient dû faire, puisque le grand effort de guerre a été fait par la Russie. Et donc, on a condamné Dexter White, soi-disant, parce qu'on pensait qu'il était communiste ou pro-communiste, etc. Le fait est qu'il va mourir d'une crise cardiaque après avoir été écouté par la commission des affaires anti-américaines. Vous vous imaginez ce que cela veut dire. Il va mourir d'une crise cardiaque en 1948. Mais les Américains vont comprendre très vite qu'il y a un problème énorme avec la garantie hors du dollar, qui va donner la deuxième phase, la phase donc de 1944 à 1971, au moment où Nixon supprime la garantie hors du dollar. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les États-Unis payent avec les réserves or les excédents de dollars. Et comme il y avait des excédents de dollars, puisque les États-Unis détiennent les droits et les privilèges de mettre la monnaie internationale, ils peuvent acheter les billets du monde avec du simple papier. C'est aussi simple que ça. Alors, donc, la deuxième phase va faire précisément que les États-Unis vont se trouver avec quelque chose comme... donc, ils avaient en 1944, j'ai oublié de le dire, en 1944, ils détenaient les 75% des réserves or du monde. Quelque chose comme 21 700 tonnes d'or. C'est quelque chose d'immense, donc les 75%. Et De Gaulle le rappelle dans sa conférence de presse que les États-Unis détenaient l'essentiel des réserves or du monde, etc. à ce moment-là. Et alors,
Et on va passer donc à une période différente. Donc c'est que les États-Unis vont se rendre compte que ça les coûtait trop cher, que les réserves or partaient d'une manière absolument impressionnante. Et d'ailleurs, De Gaulle va participer à cet épuisement des réserves or des États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle Nixon va supprimer la garantie or du dollar et le 15 août 1971, comme vous le savez. Alors, on va rentrer à partir de ce moment-là dans une période différente, qui en réalité va se ressembler à la première période. Une période pendant laquelle le dollar n'est pas garanti par les réserves or des États-Unis. Donc les États-Unis vont se trouver avec le privilège de mettre la monnaie internationale. Donc il y a un problème monétaire fondamental, et que De Gaulle va le rappeler dans sa conférence de presse du 4 février 65, dans lequel il dit donc si on donne totalement les droits aux États-Unis de mettre la monnaie internationale, on va se trouver devant une crise d'ordre universel. On va donc créer les conditions d'une crise totale, qui est la crise que nous connaissons actuellement. Donc il propose pour cela le retour à l'étalon or dans sa conférence de presse. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que les États-Unis vont retirer l'expression as good as gold du billet dollar et ils vont mettre in God we trust. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà mis dans les monnaies, mais les monnaies métalliques. Et ils vont donc à partir de ce moment-là, donc, parce que De Gaulle avait signalé quelque chose de fondamental, c'est que les États-Unis détenaient les droits et les privilèges d'acheter les biens du monde avec du simple papier. Et que ça crée en quelque sorte un privilège exorbitant. Le terme privilège exorbitant vient de chez lui, d'après ce qui semble. Le premier à l'avoir prononcé, c'est Giscard d'Estaing, dans une conférence qu'il lit à Tokyo. Mais ce n'est pas Giscard, il n'a jamais réutilisé ce terme. On va lui donner un papier à lire, il va lire ses papiers, mais ces papiers, c'était les produits du gaullisme. C'est sans doute donc des conseillers de De Gaulle qui ont dû l'écrire, etc. Le fait est qu'à partir de 1971, on va se trouver avec cette phase, et cette troisième phase dans laquelle les États-Unis détiennent les droits et les privilèges de mettre la monnaie internationale sans aucune contrepartie réelle. Et donc, il y a la discussion sur le problème du retour à l'étalon or. Mais il faut savoir une chose, qu'est-ce que lorsque De Gaulle parlait du retour à l'étalon or, en réalité, il parlait, si nous le regardons très bien, du retour de l'étalon or à l'anglaise, c'est-à-dire dans lequel l'or garantissait les échanges au niveau international et la quantité de monnaie en circulation. Et l'or ne peut pas faire les deux à la fois. C'est ça tous les grands problèmes. Et donc à partir de ce moment-là, va surgir une discussion qui est le fait de savoir s'il fallait revenir à l'étalon or ou il fallait passer par une phase différente. Et c'est justement ce passage par une phase différente qui va s'engager en Europe, qui est le fait de créer une monnaie unique en vue de créer les conditions de retirer, donc de déplacer la puissance du dollar et prendre donc la place du dollar. C'est ça l'idée de la monnaie unique. Et la monnaie unique ne va pas servir uniquement, et c'est Raymond Barre qui le rappelle à partir de son mémorandum de février 68, qui le rappelle, c'est-à-dire que la monnaie unique devait non seulement prendre la place du dollar, mais en plus créer les conditions de l'union politique et créer le plein emploi. Donc tout était merveilleux. Donc il fallait passer à la monnaie unique. Et ce qui est très curieux, c'est que cette idée va prendre du jour au lendemain, pour ainsi dire, bien entendu le fait que Barre l'exprimait de cette manière, donc il va y avoir du plein emploi, que la monnaie unique européenne, on l'appelait à l'époque la monnaie unique européenne, donc allait remplacer les dollars et qu'en plus ça allait créer les conditions de l'union politique. Mais qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus? C'est tout à fait évident, c'était quelque chose d'absolument miraculeux. Donc on va passer à l'idée suivante, selon laquelle l'union économique mène à l'union monétaire et l'union monétaire mène à l'union politique. Or, on a oublié une chose, c'est de se poser la question dans quelle mesure la monnaie peut produire une puissance publique, peut produire un État supérieur.
Et il ne faut pas oublier que dans la tradition, on savait que l'union économique conduisait à l'union monétaire, mais que l'union que l'union politique conduisait à l'union monétaire, mais pas l'union monétaire conduit à l'union politique. Et ça, par exemple, dans le cas de l'Allemagne, on l'a vu une fois l'effondrement du mur, le 9 novembre 1989, il y a la décision donc de réunifier l'Allemagne, et tout de suite après, il y a les marques de l'Ouest qui va s'imposer, l'union monétaire. De la même manière, lors de la guerre civile des États-Unis, il y a tout d'abord donc la séparation des monnaies, et chacun a sa propre monnaie, la monnaie du Nord, la monnaie du Sud, et une fois que le Nord a gagné la guerre, il a tout simplement imposé sa propre monnaie. Donc est apparu le phénomène de l'union monétaire. Et ce qui est très curieux, si vous voulez, c'est qu'à l'époque, on ne s'est pas posé ces questions, on a continué avec cette idée selon laquelle l'union monétaire doit mener à l'union politique. Bien entendu, en plus, la monnaie unique devait remplacer les dollars et créer les conditions du plein emploi, comme je vous l'ai dit. Et ce qui est très curieux, c'est qu'au début, parce qu'il y a tout d'abord les plans Barre de 69, après les plans Werner, qui est un luxembourgeois, de 70, et après en 72, il y a les cas, et il y a le phénomène donc, du serpent monétaire, qui est la première expérience monétaire européenne, la première expérience d'une union monétaire. Et selon les serpents monétaires, les projets du serpent monétaire, il fallait créer les conditions de la convergence, c'est-à-dire de faire en sorte, parce qu'il y avait deux sortes de monnaies qui étaient très simples, parmi les six pays membres de la communauté de l'époque, il y avait deux monnaies, il y avait deux sortes de monnaies, les monnaies fortes et les monnaies faibles. Donc en quelque sorte, pour le résumer, les marques allemandes et les francs français. Les marques allemandes étant la monnaie forte et les francs français étant la monnaie faible, avec la lire italienne, bien entendu. Donc, il s'agissait de faire converger. Et c'est là où va commencer les grands malheurs et les débuts de la désindustrialisation de la France. Parce que la France s'est trouvée dans une période de croissance économique très forte, avec l'arrivée de Pompidou au pouvoir, etc. C'était donc l'industrialisation de la France. Bien entendu, ça avait commencé avec De Gaulle, etc. Mais c'est avec Pompidou qu'il va y avoir le grand boom économique en France. Et tout de suite après, donc, il va y avoir ces projets en 72 de l'union monétaire, et cette union monétaire est basée sur l'idée de la convergence. C'est-à-dire que la monnaie faible doit faire tout pour descendre, pour se déprécier, et la monnaie forte, pardon, doit faire tout pour se déprécier, et la monnaie faible doit faire tout pour s'apprécier. Donc on va créer une sorte de tunnel, de devançant que d'un côté et de l'autre par rapport au référentiel qui s'appelait à l'époque donc l'unité des comptes européenne, que par la suite on va appeler ECU. Et précisément pour faire une sorte de traduction anglaise un peu forcée, pour rappeler l'ancienne monnaie française. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc c'était la marque française. L'ECU, c'était la marque française. Alors, et ce qui va se produire curieusement, c'est le fait que dans cette idée de la convergence, on ne s'est pas rendu compte d'une chose qui était très simple. C'est qu'on donnait tous les pouvoirs à la monnaie forte et on pénalisait les monnaies faibles. Pourquoi? Parce qu'une monnaie forte. Pourquoi une monnaie forte? C'est justement parce qu'elle est demandée ou surdemandée sur les marchés internationaux. C'est-à-dire, donc parce qu'elle est en rareté sur les marchés internationaux. Ce n'est pas à cause du taux d'inflation, parce que c'était la thèse de l'époque, que c'était le taux d'inflation qui déterminait la valeur d'échange des monnaies. Or, ici, nous avons affaire à un phénomène totalement différent. La valeur d'échange des monnaies dépend de l'abondance ou de la rareté de cette monnaie sur le marché international. Si une monnaie est surdemandée, ça veut dire donc qu'elle s'apprécie si elle est surdemandée. Si elle est délaissée, elle va s'affaiblir. C'est aussi simple que ça sur le marché international.